Je vous propose dans ces temps de confinement liés à l'épidémie du Covid-19 d'aller prendre l'avis d'un chirurgien orthopédiste qui est dans les Hauts-de-France, en Picardie, le docteur Achour de Grard. Bonjour docteur, comment allez-vous? Moi, ça va, très bien. Alors, vous avez souhaité réagir à la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous, en vivant en France, en qualité de médecin d'origine algérienne. Concrètement, l'épidémie de Covid-19 a quoi comme conséquence sur votre activité professionnelle et du coup sur sans doute votre activité, votre vie personnelle? Vous en êtes où aujourd'hui de vos chirurgies qui étaient programmées? Alors, pour l'instant, on a bien entendu tout annulé, hein, les consultations et tous les patients programmés au bloc opératoire pour se consacrer, bien sûr, à cette épidémie. Donc, on a mobilisé tous les moyens du service, que ce soit des moyens matériels ou humains, dans la lutte contre cette épidémie. Avec bien entendu une cellule de crise tous les jours à l'hôpital et qui permet bien sûr d'orienter cette activité. Concrètement, à l'hôpital où vous exercez, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Vous allez quand même à l'hôpital? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, on fait des astreintes pour soulager, aux urgences d'ailleurs, hein, pour soulager nos collègues urgentistes. Et on fait l'ablation des dispositifs médicaux chez les patients, bien sûr, Covid plus décédés, pour qu'ils soient, bien sûr, inhumés sans dispositif médical. Ok. En fait, c'est les cardiologues en fait, qui font ça, mais on va les aider. Hein. On va donner un coup de main aux cardiologues, bien sûr, parce qu'ils sont plus occupés pour faire autre chose que ça. Mhm. D'accord. Et quelle est l'ambiance à l'hôpital où vous exercez? Ben pour l'instant, l'ambiance, ça va. Hein. Les gens, ils travaillent comme d'habitude. Il y a certes ce stress-là qui est permanent parce que, bon, avec les informations tout azimut, ça angoisse un petit peu les gens. Mais le personnel, franchement, il est dévoué. Il travaille. D'ailleurs, comme tous les jours, hein, j'ai pas trouvé de différence par rapport aux autres jours, sauf Ouais. cette atmosphère pesante qu'il a, mais bon, ça malheureusement, c'est normal, je pense. Ouais. C'est une situation exceptionnelle que vous vivez, vous? Vous exercez depuis deux, Oui, trois. Oui. exact, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois. On a eu avec l'épidémie H1N1 quelques alertes, mais bon, c'était pas comme ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est on a affaire à une nouvelle souche, et il n'y a pas d'immunité commune, enfin, humaine contre cette souche-là, et il va falloir bien sûr du temps. Le problème, euh, c'est que cette maladie commence comme une grippe simple, et à partir du moment où le patient commence à tousser, et c'est là où on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et il va consulter, certes, s'il y a un médecin qui le consulte, il va poser son diagnostic assez facilement. Mais par contre, avant qu'il commence à avoir des signes médicaux, ben, il n'a rien, ni température, ni fièvre, ni rien du tout, alors qu'il a une charge virale et qui peut être contaminant. Et c'est pour cette raison, moi, je m'occupe par Internet d'ailleurs, avec des groupes de soignants, de diffuser ce message pour essayer de localiser ou de dépister les patients avant qu'ils soient symptomatiques. Mhm. Et à partir de là, dès qu'il y a un entourage qui trouve un patient avec, par exemple, des petites céphalées, des petits fébricules ou une anosmie, ils ne sentent plus rien, il n'y a aucune odeur, ils ne sentent pas grand-chose. Là, c'est des signes précurseurs et c'est à partir de là qu'il faut leur donner un masque et attendre, les confiner d'ailleurs en plus, et attendre bien sûr l'évolution. Donc, on diffuse ce message-là, on essaie de contacter bien sûr la radio locale pour qu'on puisse le diffuser au grand public.
Et on est à l'affût, bien sûr, des messages qui nous parviennent par les épidémiologistes ou choses comme ça, pour qu'on puisse relayer tout ça à la population. Il est bien clair, on l'a dit, on va le répéter, qu'on n'est pas encore au pic de l'épidémie. On l'attend d'ici une dizaine de 10 à 15 jours. Oui, exact. Donc on n'est pas encore au pic de l'épidémie. Il va y avoir beaucoup de gens qui seront bien entendu contaminés, mais il faut surtout faire barrage à cette contamination. Et il n'y a pas, il y a que le citoyen qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Il n'y a rien d'autre en fait. Si le citoyen respecte les consignes, et si tout le monde le fait, je pense que ce sera une victoire. Si on ne fait pas tout ça, je pense que l'épidémie va atteindre beaucoup de populations et le pic va être bien entendu retardé. Et, en tant que médecin d'origine algérienne, prenez-vous des nouvelles régulièrement de vos proches? Que connaissez-vous de la situation en Algérie aujourd'hui? Oui, des nouvelles, bien entendu, tous les jours, et on appelle les proches, les amis pour, bien sûr, relayer bien sûr, ces informations. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une prise de conscience. Ils ne voient pas ce qui se passe en Europe. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'ils confinent la population. Il est urgentissime, parce que c'est un germe qui est très, très, très violent. Et il faut imposer des mesures drastiques maintenant. Il ne faut pas attendre. Si on attend début avril, ce sera trop tard. Il faut coûte que les responsables confinent la population et imposent le confinement d'ailleurs. Donc c'est pratiquement un couvre-feu. Il faut juste qu'ils voient ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Canada, et se rendent compte que souvent ces gouvernements ont tardé un peu dans la prise de mesures. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont une expérience et ils ne veulent pas anticiper. Donc c'est le moment qu'il faut faire. Si le gouvernement ne veut pas le faire, à ce moment-là, les citoyens ils prennent leur destin en main. Oui, de manière officielle, un décret ministériel qui est paru aujourd'hui, effectivement, qui parle de confinement partiel en Algérie. Donc, on espère que, sans attendre effectivement ces mesures drastiques, ces mesures répressives telles qu'on les vit en France depuis quelques jours, il Bien faut sûr. effectivement, voilà, éviter d'aller voir ses proches. Voilà, on se sent fébrile, malade, de ne pas courir systématiquement, automatiquement chez le médecin ou à l'hôpital. Ça fait partie ça des choses, des règles de bon sens et de bonne conduite qu'il faut qu'on s'applique tous. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu les décrets qui ont été faits en Algérie. C'est très bien. Enfin, je pense qu'il y a, depuis quelques jours, ils ont pris conscience quand même de la chose assez rapidement. Mais j'espère que ce que le gouvernement va imposer, que la population va le suivre. Et ça, c'est un autre problème. Je pense que le gouvernement est conscient de la situation. Il va sûrement imposer des mesures drastiques, mais il faut en face que la population suive ces recommandations. Et là, c'est le problème. Donc ça, c'est encore un problème à résoudre. Et il faut surtout que chaque citoyen soit acteur de sa prévention. Docteur Degras, peut-être ma dernière question. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement que toutes les chirurgies vous concernant, chirurgie d'orthopédie non urgente, avaient été repoussées. On rappelle quand même que vous assurez ce qu'on appelle une continuité de soins. Quelqu'un Oui. qui fait une mauvaise chute ou ce genre de choses sera pris en charge comme un patient avec sans doute des précautions particulières. Oui, bien sûr, la continuation, elle se poursuit, il y a des astreintes et puis les gens sont opérés, bien sûr, mais dans un cadre bien spécifique, avec des salles réservées, un circuit réservé pour qu'il n'y ait pas de croisement avec les patients infectés par le Covid. Donc ça a été instauré dès le départ avec des réunions qui ont été déjà faites avant le premier cas en France. Question bien précise. Comment vous déplacez-vous actuellement? Parce qu'on est tous soumis à des attestations
de dérogation pour sortir. Vous, en qualité de chirurgien, vous pouvez vous déplacer sans difficulté? Non, 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 on est comme tous les citoyens, on a une attestation, bien sûr, on doit signer, remplir un papier pour aller faire les courses, etc. Et pour aller au travail, on a une attestation délivrée par le directeur de l'établissement. Oui, bien sûr, il faut que les pouvoirs publics contrôlent tout le monde, bien sûr. Oui. Avec, de toute façon, pour vous, effectivement, le fait que vous êtes, en tant que professionnel de santé, il faut que vous restiez disponible. Alors, on est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en fait. Voilà. Donc, là, on nous demande, on est sous les ordres de l'établissement. De toute façon, on est mobilisé pratiquement en état d'urgence, d'ailleurs. Est-ce que, à votre connaissance, des professionnels de santé ont fait déjà valoir leur droit de retrait pour ne pas venir exercer par crainte du virus? Non, j'ai pas entendu parler de ça, mais je pense que ce que j'ai entendu, c'est surtout les gens qui veulent venir, hein. D'ailleurs, il y a des kinés, par exemple, qui n'exercent plus. Ils veulent venir faire de la rééducation des patients malades. Et il y en a un qui pleurait au téléphone. Il disait, trouvez-moi un poste de brancardier. Je viens. Il faut que je fasse quelque chose. Je pense qu'il y a une motivation pratiquement de toute la population et tous les métiers et qui, bien entendu, fait chaud au cœur dans cette période assez difficile. Mais je n'ai pas, il n'y a pas de retrait, hein. Non, 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 pas du tout. Sauf bien sûr les gens qui sont malades éventuellement ou les gens qui ont des problèmes familiaux comme la garde des enfants, etc. Ça, c'est autre chose. On rappelle que dans la continuité des soins, vous restez joignable. Déjà en temps normal, de toute façon, vous êtes un chirurgien particulièrement disponible à l'écoute de vos patients. Vous restez du coup joignable par téléphone. J'imagine que les contacts téléphoniques ou par les réseaux sociaux sont plus importants pour vous en ce moment. Ah oui, bien sûr, parce que le temps qu'on reste à la maison, donc on est sur les réseaux sociaux pour diffuser bien sûr les préventions. On essaie de créer plein de choses, hein, pour relayer l'information qu'on a nous de ce qui se passe dans l'Est ou à l'hôpital. Et surtout, on axe bien sûr le travail là qui est très urgent et même d'ailleurs extrêmement urgent sur la prévention, c'est-à-dire dépistage des patients qui sont hautement contaminants mais qui n'ont aucun signe clinique. Et ça, c'est très difficile de les avoir, oui, très difficile de le faire. Alors, on essaie de diffuser ce message à toute la population pour qu'ils puissent au moins vérifier, observer leur entourage. Et dès qu'ils ont un signe qui est décrit d'ailleurs par les médecins du Grand Est, hein, qui nous ont envoyé bien sûr ces messages, eh ben, ils le signalent ou ils lui mettent un masque pour éviter bien sûr la contamination de son entourage. Vous exercez dans un hôpital d'ailleurs qui se trouve pas très loin d'un des premiers foyers de contamination. On n'est pas loin de l'Oise. Est-ce que vous avez vécu des moments de psychose ou des inquiétudes particulières ou disproportionnées de vos patients par rapport à la proximité de l'Oise, qui est un des clusters, un des foyers de contamination comme l'Alsace? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les patients sont très, très inquiets et très, 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 très angoissés d'ailleurs, hein. Donc, je pense qu'il va y avoir des problèmes post-traumatiques, hein, donc, après la fin de cette épidémie. Mais on est là aussi pour les rassurer, hein, pour leur dire que bon, voilà, c'est quand même une épidémie de grande ampleur mondiale, mais il y a quand même beaucoup de guérisons. Il y a même un patient, 85 ans, qui est guéri de son infection. Et ça détend un petit peu les choses. Mais il faut pas je veux dire, il faut pas trop forcer les gens et les angoisser à tel point, parce que il y a des conséquences à cette angoisse, hein, des conséquences personnelles, physiologiques, il y a des conséquences familiales, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences relationnelles. Et il se peut que les gens tombent dans une dépression ou autre chose. Il faut les rassurer, il faut rassurer nos patients, la population, et leur dire qu'il y a quand même beaucoup de guérisons, mais il faut qu'ils soient
très prudent et appliquer les règles de barrière pour éviter, bien sûr, la contamination. Et ça, c'est capital, capital, capital. C'est l'observance vraiment des règles de confinement qui feront que le virus ne se propagera pas plus que de raison. Bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut que chaque citoyen soit acteur de sa propre prévention. Si chacun est acteur de sa propre prévention, je pense qu'on pourra faire une barrière assez importante contre ce virus. Mais dès qu'on sous-estime ces barrières, ben là, c'est pas bon. Voilà. En rappelant qu'effectivement, il y a une période d'incubation qui va de 10 à 15 jours en moyenne, même peut-être un peu moins. Donc, si on craint d'avoir, faire respecter, prendre soin de ces personnes, des personnes vulnérables, souvent, on évoque souvent les personnes âgées, mais effectivement, si on craint d'avoir été exposé, d'appeler son médecin, ne pas se déplacer surtout. Bien sûr, en plus des barrières, il faudrait se méfier, par exemple, pour un entourage. Au départ, il n'y a aucun signe clinique, et à part, par exemple, cette perte de l'odorat, il y a ce petit fébricule, une petite température et tout, mais surtout une petite fatigue, une courbature musculaire qui s'installe progressivement, mais qui passe des fois incognito. Il n'y a pas de fièvre importante, la tension est normale, le patient peut vaquer à ses occupations, mais à partir du 7e jour, c'est là où ça commence à cogner fort. Et entre 0 et 7 jours, c'est là où est le danger. C'est entre 0 et l'apparition des symptômes. Donc, dès qu'un patient voit dans son entourage quelqu'un qui a des petites céphalées ou qui a le nez qui coule, ou surtout quand il sait qu'il a perdu l'odorat, et là, il faut que ça soit une urgence diagnostique. Et c'est là qu'il faut lui mettre le masque et éventuellement consulter le médecin traitant pour lui exposer ses symptômes. Ça peut être, par exemple, un syndrome grippal, une rhinite allergique, mais dans la situation actuelle, il faut mettre le diagnostic d'infection par le Covid jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça qu'on avance. Et non pas dédramatiser la chose, dire bon voilà, c'est une petite céphalée, une petite angine, un petit rhume ou une petite grippe. Non, surtout pas. Diagnostic de Covid, après, on l'élimine. Et c'est là qu'on fait une prévention de qualité. Dernière question, docteur Degrard. En tant que professionnel de santé, est-ce que vous avez tout le matériel, les moyens nécessaires pour vous préserver, pour vous protéger? Oui, bien sûr. Il y a le matériel à l'hôpital. On a reçu d'ailleurs des masques par l'intermédiaire de la pharmacie. Il y a une première vague de masques simples, puis FP2. Et puis, il y a les surblouses, etc. Mais je pense les besoins vont dépendre du nombre de patients. Parce qu'un masque, c'est 2-3 heures. Et il faut du surblouse, des surchaussures pour traiter pour gérer, bien sûr, le patient malade. Ouais. On va se refaire un point dans quelques jours, si vous me l'autorisez. Nous, on sent, avant de prendre congé de vous, de passer un bonjour amical et rassurer votre famille qui est du côté, votre maman, entre autres, qui est du côté de Yael de Fla. Je pense qu'elle sera contente de vous voir. Oui, on essaie un petit peu de les informer bien sûr, sur toutes ces préventions et surtout sur le confinement et surtout de faire les choses dans les règles pour faire barrière à ce germe. Et surtout, il ne faut surtout pas dédramatiser, quoi. Il ne faut pas dédramatiser. Je mets un masque et si je tousse, je lave les mains plusieurs fois jusqu'au poignet. Je laisse une distance pour parler aux gens. Je tousse dans mon épaule ou dans mon coude. Et surtout, je ne serre pas les mains, je ne fais pas la bise, etc., etc. Ces gestes, c'est tellement simple, mais ça peut sauver des milliers de gens. C'est ça qui est terrifiant. Et des fois, les gens, ils font ces gestes comme ça de façon automatique pour ne pas gêner, pour ne pas... Non, les choses sont plus comme avant et il faut vraiment être responsable de son comportement. Ça, c'est important.
Dernière question, je vous promets, docteur Degrard. Oui. Vous qui êtes pas mal sur les réseaux sociaux, on voit de tout. Il y a à boire et à manger ces jours-ci sur les informations divulguées, souvent des informations erronées. Vous en pensez quoi? Prudence? Oui, prudence. Et puis surtout dans cette période assez difficile, assez traumatisante et compliquée, je pense qu'il ne faut pas regarder ces choses-là. Il faut s'occuper, il faut faire autre chose. Il faut, je ne sais pas, il faut se promener, voir des films, lire, ou choses comme ça, mais ne pas écouter. Ces choses-là parce que ça ne peut que rajouter de l'angoisse sur l'angoisse. Et si vous rajoutez l'angoisse sur l'angoisse, ça peut construire un mur qui va tomber sur vous un jour. Donc il vaut mieux éviter de se détériorer comme ça, hein, parce que non, il vaut mieux faire autre chose, une autre occupation, et puis écouter les canaux officiels. Oui, oui, tel que vous le faites. Je vais répéter ce que j'ai écrit sur un réseau social ce matin. Utilisez Internet pour prendre des nouvelles de vos proches, les voir, parce qu'on ne peut pas se voir là, mais voilà, faites attention aux risques de psychose qui sont véhiculés sur Internet ou des images comme ça qui sont alarmistes. Je pense qu'on est suffisamment adultes et responsables pour savoir quoi faire. Dans ces mesures de confinement, je vais vous souhaiter un bon week-end, docteur Degrard. Pratiquement, là, vous êtes... Oui. Juste, je vais rajouter une chose, c'est qu'il faut utiliser la technologie aujourd'hui, surtout pour les médecins, nos collègues algériens. Il faudrait créer des groupes de discussion sur WhatsApp ou sur un autre site pour échanger les informations rapides. Nous, on n'est pas loin du front, hein, du Grand Est. On a des informations qui viennent de l'intérieur de l'hôpital, des urgences, qu'on peut relayer à nos collègues médecins algériens pour qu'ils puissent anticiper le plus tôt possible. Et puis surtout, on a aussi des informations des épidémiologistes qui nous orientent vers les diagnostics. Enfin, il y a tant d'informations qu'on peut relayer à nos collègues algériens et qui peuvent bien sûr anticiper dans leur gestion de leur patientèle et établir des protocoles de prévention. Voilà. Le message aura été entendu. Merci beaucoup, docteur Degrard. Voilà. Bonne journée.